Bonjour Serge Larcher et merci de nous rejoindre pour répondre à quelques questions. Bonjour Corinne Fontaine. Alors, Serge Larcher, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes médecin généraliste, homéopathe, ostéopathe et vous avez été conseiller de l'Ordre des médecins dans le Val d'Oise, président de la Chambre syndicale des médecins du Val d'Oise pendant 10 ans et expert auprès de la Cour en ostéopathie. Vous exercez aujourd'hui à Avignon, vous vous occupez presque exclusivement du syndrome de Kiss avec votre collègue et néanmoins ami, Gérard Longuet, qui lui est ostéopathe. Alors, Serge, moi j'avais envie de vous poser une question. Si j'en crois les publications des professionnels sur Internet, que ce soit des pédiatres, des sages-femmes, des kinés ou des ostéos, semblerait que le sujet fasse polémique, à tel point que certains de vos collègues disent carrément que le syndrome de Kiss n'existe pas. Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur le sujet. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour cet entretien parce que le syndrome de Kiss est une passion depuis 12 ans et j'en suis très heureux d'en parler. Alors, est-ce que c'est une maladie inventée ou une maladie imaginaire? Moi, je pense toujours à Molière qui, dans une pièce célèbre, parlait de ces malades qui n'avaient en réalité rien, mais ça ne s'adressait pas aux bébés. Les bébés que nous voyons en consultation sont des enfants qui souffrent constamment, qui sont dans un inconfort permanent et qui, de ce fait, ont très peu de moments de détente, c'est-à-dire très peu de moments où ils paraissent détendus, où ils peuvent dormir sereinement. D'accord. Je lis aussi que le syndrome de Kiss est anxiogène pour les parents. En quoi est-ce que c'est anxiogène? Alors, je pense que ce qui est anxiogène pour les parents, c'est d'être avec un petit être qui vient de naître, qui est souvent leur premier enfant et qui, contrairement aux enfants des voisines ou des copines, va mal. Il va mal parce qu'il pleure tout le temps, il a des difficultés à manger, il a des difficultés à dormir et surtout, il a une posture très particulière que peut-être on verra sur ces photos, c'est-à-dire qu'il se jette très souvent en arrière et qui dort un petit peu en C, en position de virgule. D'accord, ok. Et alors justement, pardon? Excusez-moi, je complète. Ce qui est anxiogène, ce n'est pas la maladie. Au contraire, quand on met un nom sur cette maladie, les parents sont soulagés. Gérard et moi avons eu souvent au téléphone des parents qui se sont effondrés parce que quand on leur a dit, enfin voilà, on avait trouvé une solution, ils pleuraient d'émotion et de soulagement. D'accord. Alors justement, comment est-ce que vous établissez le diagnostic? Alors, le diagnostic, on l'établit de plusieurs façons. Comme vous le savez, on reçoit dans notre cabinet des gens de toute la France et ce qui nous permet de ne pas faire déplacer les gens pour rien. On a d'abord un questionnaire qui est en ligne sur Internet à disposition des parents qui permet de rassembler tous les signes pouvant perturber un enfant, à la fois des signes au niveau digestif, par exemple, ces enfants ont souvent un reflux, ont souvent le hoquet, des signes au niveau postural, on l'a dit tout à l'heure, des signes au niveau comportemental, ce sont des enfants très sensibles qui ont du mal à dormir et qui souvent ne dorment que sur leur maman. Premier point, c'est cela, donc l'interrogatoire, le questionnaire qu'on remplit et qu'on lit attentivement. Des réceptions, nous contactons les parents pour parler avec eux de leur enfant et expliquer ce qu'est le syndrome de Kiss, à savoir que c'est quelque chose qui n'est pas grave quand il est traité par des professionnels compétents et qui guérit. Et le troisième élément, bien sûr, le diagnostic final, c'est quand on voit les enfants en consultation ou lors de l'examen, on décèle complètement un blocage au niveau cervical et au niveau du bassin. Alors, ça vous arrive quand même d'avoir des enfants qui ne semblent pas être atteints du syndrome de Kiss? Très rarement, parce que d'abord, le filtre qui est constitué par ce questionnaire très précis permet d'éviter de déplacer des parents pour rien. Donc, vraiment, aujourd'hui, les enfants qui viennent avec leurs parents au cabinet sont 100% des syndromes de Kiss. D'accord. Alors, je vois aussi sur ce questionnaire où ensuite vous demandez aux enfants d'avoir des radios, de prendre des radios. Et puis, il semble que certaines personnes estiment que c'est dangereux pour les bébés de faire une radio. Alors oui, ça c'est
une idée qui court, qu'on peut lire à droite, à gauche, qui parfois même est partagée par des radiologues. Il n'y a aucun danger à faire une radiographie du bassin et du cou chez un bébé, puisque l'exposition est équivalente à 2 jours d'exposition aux radiations ionisantes de l'environnement. Et si vous voulez des chiffres précis, une radiographie du rachis cervical, c'est 0,005 millisieverts. L'exposition annuelle aux radiations ionisantes, c'est 2,5 millisieverts. Oui, d'accord, ça devrait aller. Et alors, donc en fait, en quoi consiste la manipulation? Parce que beaucoup de parents s'interrogent, est-ce que vous faites craquer les cervicales des bébés? C'est vrai, on nous pose souvent cette question. En réalité, notre traitement ne comprend aucunement de manipulation chez l'enfant. C'est des corrections que l'on exerce à la fois au niveau du bassin, au niveau de la base du crâne, au niveau intrabuccal, au niveau aussi du tube du système digestif dans son ensemble. On pratique par contre des manipulations chez les adultes, mais aucunement chez les enfants. Et c'est bien que vous me posiez cette question parce que les parents parfois ont vu des vidéos sur Internet de manipulation. Celles-ci sont en fait le fait de praticiens qui font effectivement des trusts, mais qui n'ont rien à voir avec le protocole que nous utilisons et qui n'ont rien à voir non plus avec notre pratique. D'ailleurs, je crois que vous avez un protocole très particulier à 4 mains. On a un protocole à 4 mains, on a un protocole qu'on a tiré des travaux du docteur Biedermann, qui est le médecin allemand qui a découvert cette maladie en 1984, qu'on a bien sûr aménagé à notre propre pratique professionnelle. Et nous le faisons à 4 mains car ça nous permet de faire une séance beaucoup plus courte pour le bébé, donc beaucoup plus tolérable, il reste moins longtemps sur la table. Et puis ça nous permet aussi de travailler en interaction avec l'autre thérapeute. Et quels sont les résultats? Eh bien, les résultats, c'est que depuis 12 ans que nous pratiquons ce protocole, nous guérissons les enfants. Nous avons un protocole en 3 séances qui, dans la majorité des cas, suffit. Parfois, dans les cas difficiles, par exemple, quand il y a des reflux importants associés et non pas causés par le syndrome de Kiss, il est nécessaire de revoir 4 à 5 fois les enfants. Ah oui, d'accord. Ça vous arrive de les avoir 4 ou 5 fois? Ça nous arrive. Et de toute façon, une fois qu'on a traité ces enfants, s'ils ne marchaient pas au moment de la consultation, on fait toujours un contrôle à distance une fois la marche acquise. D'accord. Et dites-moi, cette technique à 4 mains, est-ce qu'elle est confidentielle ou est-ce que vous la partagez? Est-ce qu'il y a d'autres praticiens en France qui l'utilisent? Alors, on peut dire qu'avec Gérard, c'est un luxe de pouvoir travailler à 2 thérapeutes. C'est pas très pratiqué dans notre pays, rarement en tout cas, bien que dans les écoles, on pratique à 4 mains, mais de façon pédagogique. Mais sinon, pour le reste, pas du tout. Et ce n'est pas confidentiel puisque notre projet de formation, bien qu'il ait été bousculé en 2020 à cause de la Covid-19, est toujours d'actualité. Nous comptons en 2021 former des thérapeutes, si ce n'est au traitement, du moins au diagnostic de cette maladie, pour qu'ils puissent orienter les parents dont l'enfant souffre de cette maladie. Écoutez, je crois que tout est clair, Serge. Il suffit de former un grand nombre de praticiens pour faire connaître ce syndrome, le faire connaître, reconnaître et permettre aux parents d'aller soigner leurs enfants au plus près de chez eux. Et ça éviterait d'aller jusqu'à Avignon. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui viennent de très loin. C'est vrai, d'autant que, vous le savez peut-être, cette maladie est assez fréquente puisqu'elle touche à peu près en France 5% des nouveau-nés, ce qui fait actuellement 50 000 bébés par an qui, bien sûr, ne sont pas tous traités. Et vous avez aussi raison, à Avignon, nous traitons la France entière, mais aussi des gens qui viennent de l'étranger parce que la méconnaissance de cette maladie, si elle est marquée en France, l'est aussi à l'étranger. Eh bien, Serge, je crois que ça vous laisse un beau programme pour les années à venir. Clairement, clairement. Bon, eh bien, merci beaucoup. Et puis, peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir pour d'autres questions. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Pareil.